Amis du roman historique, bonjour. Alors aujourd'hui, les rois maudits. Donc, bon, ça a été déjà expliqué par bien d'autres personnes, hein, parce que c'est un immense roman de la littérature française. Mais bon, la tentation était grande, et puis j'adore les rois maudits, donc je voulais en parler un petit peu, quoi. Voilà, donc les rois maudits. Donc, alors celui-ci, je l'ai pris en bibliothèque, donc il est très diffusé en France. Donc c'est chez Flammarion, hein, celui-ci, hein, je crois. Je crois que j'ai marqué sur ma fiche. Chez Plomb, pardon. Donc c'est chez Plomb. Donc il y a plusieurs éditions. Hein, c'est en poche également. Hein, donc vous pouvez facilement l'obtenir. Les romans ont été réédités il y a peu de temps, je crois. Ouais. Et donc c'est intéressant de mettre dans le temps où se situent les rois maudits, dans l'écriture par exemple. Hein. Donc c'est intéressant de parler de l'auteur, de Maurice Druon. Donc justement dans cette édition, il y a une biographie, donc je vais vous la lire. Alors, la biographie de Maurice Druon. Donc Maurice Druon, de l'Académie française, né le 23 avril 1918 à Paris, Maurice Druon, dont les origines familiales se partagent entre le Languedoc, les Flandres, le Brésil et la Russie, est marqué par une solide hérédité littéraire, puisqu'il est arrière-neveu du poète Charles Cros et neveu de Joseph Kessel, un immense écrivain également. Enfance en Normandie, études secondaires au lycée Michelet, lauréat du concours général, puis école des sciences politiques. Dès l'âge de 18 ans, il publie dans des revues et journaux littéraires. Sorti aspirant de l'école de cavalerie de Saumur, au début de 1940, il prend part à la bataille de France. Démobilisé après l'armistice, il se replie en zone libre, où il fait représenter sa première pièce, Mégaré. C'est à cette époque qu'il entre en contact avec la résistance. Il s'évade de France en 1942, traversant clandestinement l'Espagne et le Portugal, pour rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle à Londres. Aide de camp du général d'Acier de la Vigerie, puis animateur du poste d'honneur et patrie, et attaché au commissariat à l'intérieur, il compose alors avec son oncle Joseph Kessel les paroles du chant des partisans, tout de même, hein, qui sera l'hymne de la résistance. Dans le même temps, il écrit son premier essai, Les Lettres d'un Européen, qui font de lui l'un des devanciers de l'Union européenne, correspondant de guerre auprès des armées alliées jusqu'à la fin des hostilités. À partir de 1946, il se consacre à la littérature, sans toutefois cesser de s'intéresser aux affaires politiques. Prix Goncourt en 1948 pour Les Grandes Familles, les Grandes Familles qui a été adapté au cinéma, avec Jean Gabin dedans. Hein. Et voilà. Puis prix Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre après le succès des Rois maudits. Il est élu à 48 ans en 1966 à l'Académie française, où il succède à Georges Duhamel. Sa fidélité à la morale gaulliste l'amènera à assumer des fonctions de ministre des Affaires culturelles de 1973 à 1974, puis de député de 1978 à 1981, en même temps que celle de représentant de la France au Conseil de l'Europe et de député au Parlement européen. Voilà. Donc, il est mort en 2009, Maurice Druon. Hein, voilà. Donc j'ai mis devant vous plusieurs livres. Alors je vous ai mis Saint-Louis. Alors je ne vais pas lire la pochette, parce que ça fait beaucoup de temps autrement. Hein. Mais Saint-Louis, il est dans le roman les rois maudits constamment un petit peu au-dessus, comme un personnage dont on parle tout le temps. Hein. Donc il y a un livre qui est intéressant, qui est de Jean Richard, hein, qui est... je crois que c'est au Plomb, également, je ne sais plus. Hein. C'est quelle édition ça? C'est chez Fayard. Hein. Fayard. Alors Saint-Louis de Jean Richard, ça n'a rien à voir avec le comédien hein, qui a interprété le personnage de Siménon. Hein. Donc c'est Jean Richard, Saint-Louis, aux éditions Fayard. Voilà. Ensuite, de Jean Favier, il y a la guerre de 100 ans. Alors c'est un peu la continuité des Rois maudits, la guerre de 100 ans. Hein. Donc c'est une résultante. Voilà, donc Jean Favier chez Fayard, la guerre de 100 ans. Voilà. Et puis je vous ai mis aussi un dictionnaire de Jean Favier, dictionnaire de la France médiévale, hein,
Quand on s'intéresse à la chose médiévale, c'est un dictionnaire qui est fort intéressant. Voilà. Ensuite, donc le livre dont on va lire des passages pour aujourd'hui, c'est celui toujours de Jean Favier, donc Philippe le Bel, c'est chez Fayard, je crois aussi. Hein. Oui, c'est chez Fayard. Philippe le Bel, Jean Favier. Voilà. Donc, je vais vous lire quelques passages. Ah oui, je voulais aussi qu'est-ce que je voulais vous dire un passage de George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Donc c'est intéressant pour mettre en perspective et pour dire ce qu'en pensent les anglo-saxons. Hein, voilà, Père Albion. Maurice Druon est un héros. Alors, c'est ça, je cite George R.R. Martin, comme disent les Anglais et les Saxons. Maurice Druon est mon héros, et les rois maudits sont à l'origine de Game of Thrones, déclare George R.R. Martin lorsqu'il évoque les splendides romans de l'écrivain académicien qui ont alimenté sa saga fantastique et son dérivé, la série la plus addictive de la télévision. Et d'en rajouter dans un interview accordé en 2013 au Guardian, « Je pense que Druon est le meilleur romancier historique français depuis Alexandre Dumas père. Du premier, il a retenu les luttes de pouvoir, les mensonges et les trahisons, les batailles et les complots, la luxure et les rivalités familiales, les péchés et les déclins, les meurtres et les tortures, les rois de fer, enfin il n'y en a qu'un roi de fer, et les reines, il n'y a qu'une reine étranglée, mais bon voilà, les messes noires et les empoisonnements. Du second Alexandre Dumas, qui inventa avec Balzac et Gensu les romans feuilletons, il a conservé le souffle de l'épopée, le rythme et le goût du spectacle. Voilà, bon, il était aussi influencé par Tolkien, hein, du Seigneur des Anneaux, mais ça c'est pour les Heroic Fantasy, c'est Heroic Fantasy Game of Thrones. Mais pour ce qui est de la trame romanesque et historique, c'est vraiment très tiré des rois maudits. Bon, parlons des rois maudits. Donc d'abord, j'ai fait cette petite digression. Parlons de Philippe le Bel. Page 1. Philippe le Bel. Page 1. Une statue. Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. La remarque est de Bernard Cessay, l'un des adversaires les plus résolus de Philippe le Bel. Sans doute définit-elle assez bien ce roi de marbre, autant que de fer, ce roi dont la froideur faite d'orgueil, de timidité, sinon des deux, n'a cessé d'impressionner les contemporains. Les petites gens ont dit sa beauté discrète et distante. Ils n'attendaient pas du roi de France qu'il fût leur familier. Les seuls auxquels Philippe le Bel réserva sa rigueur étaient ceux qui mettaient en péril la couronne de France. Ni les bourgeois de Paris, ni les marchands de Cahors, ni les laboureurs de Picardie, ni les vignerons de Gascogne. Mais on a dit sa colère implacable, sa dureté hautaine envers ceux qui cherchent à ébranler le trône. L'accueil qu'il réserve en 1300 au comte de Flandre Guy de Dampierre, rebelle à l'autorité royale et félon dans ses obligations de vassal, n'est pas celui honorable sinon chaleureux que le prince noir et son père Édouard III réserveront d'égal à égal un demi-siècle plus tard à Jean le Bon vaincu. C'est d'ailleurs l'accueil glacial du roi sacré par Dieu et feudataire sacrilège, puisque rebelle. Quand ils furent venus au perron, le comte et ses enfants descendirent de cheval, et le comte de Savoie les mena devant le roi. Là, ils s'agenouillèrent et se rendirent à lui. Ils se mirent tout à sa volonté. Le roi les regarda, mais mot ne leur disait. Puis il les fit sortir et ordonna que le comte fût mené à Compiègne, et là fut mis en prison, en un moult forte tourelle. 2. Page 15, les fils. L'un après l'autre, les fils de Philippe le Bel apparaissent au conseil, et ce bien avant cette sorte de majorité politique qu'est leur chevalerie. Cette cérémonie ne signifie d'ailleurs pas grand-chose, sinon une occasion de festoyer. C'est un peu comme la communion, quoi.
roi de Navarre dès la mort de sa mère en avril 1505 et sacré comme tel à Pampelune en 1507, Louis le Hutin, né armé chevalier que par son père qu'en 1313. Mais il y a longtemps que l'on voit en lui le futur roi de France, et l'on sait que les situations en cours dépendront un jour de lui. C'est dire le retentissement de ses propos. Philippe le Long et Charles le Bel, l'un comte de Poitiers, l'autre comte de la Marche, sont forcés à la discrétion par leur âge. Ils n'ont pas encore 20 ans, et quand, dans les dernières années du règne de leur père, ils commencent à figurer au conseil. Quelle que soit l'audience dont ils jouissent auprès de ceux qui leur sont de beaucoup inférieurs par la naissance, et qui doivent compter avec l'avenir, les princes semblent n'être que médiocrement capables d'infléchir la volonté royale. Même Charles de Valois, le seul qui est d'un certain point politique, ne peut vraiment compter comme un conseil de son frère qu'en matière diplomatique. Le roi l'écoute, mais il ne le suit guère. Aux côtés des princes, quelques grands feudaires prennent part aux délibérations. C'est le comte d'Artois, d'abord le comte Robert, neveu de Saint-Louis et fils du courageux chevalier mort à Mansoura, ensuite sa fille, la comtesse Mao. L'un et l'autre font figure de premier des grands barons, ou plus exactement de premier des princes, qui ne sont pas fils de roi de France, comme s'intitule Valois, Évreux, et les autres, mais qui sont quand même du sang du roi. L'un et l'autre sont très présents et fort écoutés. C'est aussi le duc de Bourgogne, suffisamment influent au début du règne pour que la cour pontificale ait à en tenir compte. Voilà, donc ensuite les conseillers, page 38. Page 38. Voilà. Tous ceux qui ont participé au gouvernement de Philippe le Bel ont en revanche un point commun. Il faut se garder de leur imputer à faute en fondant un jugement sur des critères moraux qui sont de notre temps. En servant le roi, ils ont fait fortune. Il est juste de dire que leur talent méritait récompense et que le roi ne pouvait, en les accaparant, les priver de la fortune qu'ils eussent faite en se contentant de la clientèle privée, celle des princes comme celle des bourgeois. Avocats ou juristes consultent, certains étaient déjà riches avant d'entrer au service du roi. Les gages des conseillers sont médiocres, mais le prince n'est chiche ni de rente, ni de terre. Aux dons du roi s'ajoutent ouvertement ceux des princes qui tiennent à se concilier des hommes influents, voire des pensions que le Parlement déclare en 1303 à la chose licite, leur versant des villes gouvernées par des magistrats avisés, sans que leur présence aux côtés du roi soit souvent autre chose qu'un gage rassurant pour les partenaires financiers. Les familiers de Philippe le Bel ont donc les moyens de spéculation plus ou moins sûres ou hasardeuses. Ainsi, Raoul le Prel escompte-t-il avec un gros profit la créance qu'avait un bourgeois d'Arras sur l'abbé de Prémontré. Ainsi, Marigny spécule-t-il sur les terres, achetant, revendant, échangeant. La faveur du roi lui permet de combiner les opérations fructueuses hors de portée du commun des propriétaires. Se procurer la terre qu'un autre convoite et la lui céder ensuite par échange dans un marché aux parts inégales. Voilà un exercice dans lequel Marigny passe maître et qui lui vaudra bien des inimitiés. Parmi ceux qui concourent au gouvernement royal, il n'en est pas un dont la fortune ne soit très rapidement devenue considérable. Un Nogaret, un Marigny, un Presles, un Chambly sont à la tête de domaines qui font d'eux, pour le revenu, les égaux des grands barons qu'éclaboussent par ailleurs à la cour leurs prétentions de parvenus. Ensuite, nous avons Enguerrand de Marigny, page 77. Page 77. L'arrestation des Templiers et leurs trésoriers
frère Jean de la Tour, ne change donc pratiquement rien en 1307. Les trésoriers royaux demeurent en place au temple. Le principal changement demeure longtemps imperceptible. C'est la mainmise d'Enguerrand de Marigny sur le trésor, mainmise assurée depuis la nomination en décembre 1309 de son clerc et fidèle Geoffroy de Briançon comme trésorier du roi. L'ordonnance du 19 janvier 1314 met enfin les choses au net. Philippe le Bel institue Marigny, l'unique ordonnateur de toutes les dépenses et organise leurs deux caisses, l'une au Temple, l'autre au Louvre. Chacune est pourvue de recettes propres et affectée à des types de paiement bien précis. Le Temple paie ainsi les dépenses des hôtels et de l'administration centrale. Le Louvre, celle des grands travaux et de la guerre. Le tout continue de former un trésor unique, le trésor. À un système aussi bizarre, il y a deux raisons. L'une est qu'en 1314, tout le monde sait que les biens du Temple sont dévolus à l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La forteresse parisienne, qui demeurera pour la postérité le Temple, va en fait devenir une commanderie de l'hôpital. Il convient donc de préparer le départ, car les frères de l'hôpital n'ont aucune vocation de se faire les banquiers du roi. Ainsi, Louis X pourra-t-il dès 1315 disposer au Louvre d'un trésor réunifié. L'autre raison est que Marigny divise volontiers pour régner. Il sera le seul à connaître l'ensemble des finances royales. Il s'en targuait déjà, on l'a vu un mois plus tôt, au cours d'un entretien confidentiel auquel assistait le roi. L'ordonnance du 19 janvier 1314 est d'ailleurs on ne peut plus explicite. Les trésoriers jureront de ne révéler l'état de leurs recettes à personne, sinon au roi et à Marigny. Quelques semaines après la mort du roi, la disgrâce du trop puissant chambellan étant sur toutes les lèvres, mais nul ne parlant encore du procès. Voilà, ça c'est pour Enguerrand de Marigny. Donc ensuite nous avons la France de l'époque, il faut parler un peu de la France, du Moyen-Âge. Donc ça c'est page 102. 102. La variété n'est pas moindre quant à la densité de l'occupation humaine. Il est des terroirs surpeuplés, des forêts presque vides d'hommes, quelques boisilleurs, petits éleveurs fabricants de cendres ou de charbon, et des landes dont l'aridité n'attire guère le défricheur. À quelques lieues de Paris, l'encombrement des vallées maraîchères et celle des plaines à blé de Beauce et de Valois voisinent avec le désert, que sont déjà bien avant la peste noire du XIVe siècle les terres pauvres du Hurepoix. Il y a 15 feux au kilomètre carré dans la région de Narbonne et de Béziers, 2 ou 3 feux seulement dans le Corbière, voisine ou dans les Causses. Rien là de bien étonnant. Si l'on s'attache aux façons de penser, de sentir et de s'exprimer, la diversité l'emporte encore sur l'unité. C'est simplifier à l'excès que diviser tout bonnement la France en Languedoc et Languedoc. Le parler picard n'est pas le parler normand, et la langue limousine n'est pas la toulousaine. La coutume de Beauvais que met en écrit le baillif Philippe de Beaumanoir laisse sensiblement différer le droit civil de ce qu'il est en Valois ou en Vexin. L'unité du droit romain ne fait que recouvrir sans doute la France méridionale. Une infinité de coutumes et où le droit de Justinien n'est qu'un fil directeur. L'Église elle-même participe de la diversité. Les rites diocésains masquent un peu l'uniformité du rite romain et les saints locaux tiennent au calendrier plus de place que certains apôtres. Cette France passe pour le plus grand pays d'Occident. Qu'est-ce à dire sinon qu'elle est le seul de cette taille à constituer un véritable État? L'Empire n'en est pas un, qui unit des villes hanséatiques aux villes de Toscane, une multitude de principautés aux politiques divergentes. S'il n'est lui-même un prince bien pensionné,
possessionner plutôt l'empereur est bien peu de choses sur l'échiquier politique. Quant aux royaumes fortement constitués, l'Aragon, la Castille, l'Angleterre, ils sont loin de valoir en hommes et en argent ce que vaut le royaume de France. Une population de 15 à 20 millions d'habitants dans les frontières du temps, 20 à 23 millions dans les frontières actuelles, et des densités d'occupation du sol qui atteignent 100 voire 150 habitants au kilomètre carré en bien des régions. Voilà qui distingue la France d'une Angleterre forte seulement de 3 ou 4 millions, d'Allemagne et d'une Italie peuplée chacune de 10 à 12 millions d'habitants. Il n'est pas excessif de parler de surpeuplement. L'habitat occupe en Auvergne des étages de la montagne, à 1100 mètres dans les monts d'Or, que nul n'occupera plus jamais de manière permanente, et certains terroirs cauchois sont alors plus peuplés que jamais au cours de leur histoire. Un Français sur 10, au plus, est un citadin. La masse est rurale. Peu de villes assument vraiment toutes les fonctions administratives, économiques et intellectuelles qui définissent le fait urbain. Une trentaine peut-être émerge de la commune mesure des évêchés crottés et des marchés ruraux. Voilà, ça c'est pour la France. Donc ensuite, les campagnes. Page 108, les campagnes. Évoquons les campagnes. Les campagnes. La richesse du pays et son apparente prospérité ne doivent pas masquer une faiblesse dont la France du XIVe siècle ne cesse de souffrir. Les contemporains de Philippe le Bel vivent la fin d'une époque, le terme d'une évolution. La courbe qui, dans les domaines monte depuis 2 ou 3 siècles, commence de tendre vers l'horizontalité. Après, les lendemains ne s'inscrivent pas dans la suite directe du passé. Les hivers se font plus froids et les étés plus humides. 3 étés pluvieux en 1315, 1316 et 1317 sonneront en bien des régions le glas des belles années. Il n'en faut pas plus pour que les derniers défrichements, ceux qui semblaient rendre cultivables les terres les moins favorisées, soient pour longtemps compromis. Sur les hautes pentes du Beaujolais, des essarts récents sont rendus à la friche, peu avant 1300. L'humidité des années 1315 et à 1317 fait abandonner quelques marais littoraux que l'on verra à peine s'assécher en Normandie comme au Poitou. Ces terres pauvres que l'on n'a labourées qu'après 2 siècles de défrichement, et parce qu'il ne reste plus qu'elles à essarter, sont assez souvent d'un rendement très médiocre, forcés, dans bien des cas, de les abandonner après les premières récoltes. Les dernières vagues de mise en culture a créé, à l'écart des terroirs déjà organisés, de nouveaux habitats familiaux, des exploitations isolées, non de nouveaux terroirs. On ne crée plus guère de villages, de paroisses, de villes neuves, mais les anciens espaces cultivés cessent aussi de s'élargir. Toujours fragiles, dès lors que la pression démographique multiplie les bouches à nourrir, sans que la ville puisse les recevoir toutes. L'équilibre naturel entre le champ et les forêts semble, en de nombreuses contrées, à la veille de se rompre. On risque de manquer de bûches pour le chauffage, de pieux pour les cultures, de mériens pour la construction des maisons. Pour ce qui reste des forêts, seigneurs et paysans sont plus âpres qu'auparavant à défendre leurs droits. Ce qui est en question, c'est le gibier et le droit de justice sur les uns, la vie quotidienne pour les autres, dont les chèvres ou les porcs n'ont pas d'autre package que la forêt voisine. L'agronomie a fait dans les 3 derniers siècles des progrès considérables, mais on est au bout de ce que permettra la technologie née du moulin, pour la forge comme pour la meunerie, et de l'outil ferré. La charrue est au point, mais hors des grandes plaines céréalières de la France du Nord, bien des régions doivent s'en tenir à l'arrière, plus maniable et moins cher, l'arrière qui sillonne le sol sans le retourner et donc sans vraiment le rénover. Au reste, la majorité des paysans n'a faute d'outils et faute de bêtes à atteler que la bêche et la houe
pour défoncer un champ qu'on ne peut, dans de telles conditions, songer à agrandir. Dans la riche Picardie, un ménage de cultivateurs sur 5 seulement a les moyens d'entretenir un attelage. Les 4 autres ont leurs bras. Alors, ensuite, page 144, la monnaie. Alors, c'est important, ça, la monnaie, pour Philippe le Bel. Alors, la révolution monétaire du XIIIe siècle. Tout avait changé assez brusquement vers le milieu du XIIIe siècle pour faire face à un développement commercial qui s'accommodait de plus en plus mal du paiement en deniers. À l'imitation des villes italiennes, Venise et Florence, on avait frappé des monnaies d'argent plus lourdes et de meilleure aloi, des grosses pièces. Ce fut en France le gros tournoi d'argent pur émis en 1266 par Saint-Louis, la bonne monnaie de Saint-Louis. Le gros valait 12 deniers. Pour la première fois, il y avait une pièce d'argent valant 1 sou. Mais ce n'était pas la réalité concrète de la monnaie de compte. Il suffisait d'altérer d'un ou d'améliorer l'autre pour que change l'apport qu'établissait entre le denier et le gros la différence de leur teneur en argent fin. C'est ainsi que Philippe le Bel peut, en empirant sa monnaie noire, autrement dit son denier, faire passer en 1295 la valeur du gros de 12 à 15 deniers sans changer ni la forme ni le poids du gros. Comme le denier est un peu plus noir, il y a un peu moins d'argent fin. Le gros a cessé de valoir 1 sou. Dans le même temps, Philippe le Bel émet une nouvelle espèce, un double, dont la teneur en argent fin est supérieure de moitié à celle du denier. Par un acte de l'arbitraire royal, la valeur du double est fixée à 2 deniers, monnaie faible, donc que ce double, qui devrait ne valoir qu'1 denier et demi, et qui, à cours égal, pour 2 deniers. Le manque de métal précieux ne cessera de provoquer son empirement au cours des années suivantes. On le sait, de mauvaise monnaie, mais il faut bien payer son pain et compter le salaire de manœuvre. Malgré la faiblesse, le double est et demeurera bien accepté de la population. Alors, donc, page 239, Courtrai. 239. Après la prise de Courtrai par les Flamands, quelques soldats du roi s'étaient retranchés dans le donjon. Pour en finir avec cette résistance, les Brugeois massèrent dans la plaine voisine une assez forte armée que grossirent les contingents envoyés pour la plupart des villes alliées. Les métiers de Bruges supportaient la quasi-totalité du coût de cette campagne, payant les armes, le ravitaillement et surtout la solde des mercenaires embauchés en complément. Le 8 juillet 1302, cette armée de métiers flamands vit apparaître l'hoste royal que commandait Robert d'Artois, fils du frère de Saint-Louis, Robert Ier d'Artois, qui avait trouvé la mort à Mansoura en 1250. Ce prince avait conquis son titre de gloire personnelle en défaisant le 26 août 1297 à Furnes l'armée flamande de Guillaume de Julier l'Aîné. Alors c'est pas Robert d'Artois, c'est son père, hein. Donc des rois maudits, c'est son père. Plus qu'inégales, les armées affrontées devant Courtrai étaient dissemblables. Ce fut l'erreur totale de Robert d'Artois que de ne pas s'en rendre compte. Ni le connétable Raoul de Nesle, ni les comtes d'Eu et d'Aumale, ni Jacques de Châtillon, ni le nouveau gouverneur de Flandre, le comte Robert de Boulogne, ne comprirent mieux la situation. Pour la première fois depuis Bouvines, mais à l'envers, des chevaliers armés de lances et d'épées et rompus un certain escrime se trouvaient en face d'une armée surtout forte de son infanterie. Dès que le 11 juillet au matin s'engagea le combat, la lourde cavalerie française s'embourba dans les marécages et dans les fossés que les Flamands avaient astucieusement creusés au cours des journées précédentes. Empêtrés dans leur lourde armure, attaquant trop tôt pour ne pas laisser aux simples arbalétriers la chance de gagner seuls la bataille, les chevaliers français tombèrent sur le coup des piques et des couteaux. Peu au fait de l'éthique chevaleresque,
et rendus encore plus ardents au combat par le sentiment d'être très net de ce qui les attendait s'ils avaient été eux-mêmes pris, les artisans égorgeaient furieusement les chevaliers qui, tombés à terre, offraient de se rendre. Là, put-on voir toute la noblesse de France jaisir morte en un profond fossé, dont plusieurs étaient éteints dessous leurs grands coursiers, qui gisaient sur eux et leurs pieds contre mont. Le comte d'Artois, accompagné de plusieurs barons et chevaliers qui, moult vaillants, combattaient contre ceux de Bruges, fut en la fin bouté en renversé sur la croupe de son coursier. Et tantôt, un le férit de sa masse au travers du visage qu'il avait découvert. Et le bon comte Robert criait « Prenez, prenez le comte d'Artois, il vous fera riche !» Un s'avança, l'épée tirée, dont il lui abattit le dextre bras tout jusqu'à terre. Puis trébucha le vaillant comte, étant reçu de coups de glaive parmi le corps, qu'il fut ilec oxy. Voilà, c'est là que meurt donc le comte d'Artois, le père du protagoniste des Rois Maudits. Et le chroniqueur auquel nous devons ce récit d'insister sur ce fait insolite. Les Flamands tuèrent autant de Français qu'ils purent, sans chercher à prendre à rançon, ce qui était la règle du jeu chevaleresque. On put quelques semaines plus tard tapisser Notre-Dame de Courtrai avec les éperons d'or ramassés sur le champ de bataille. On parla de 20 000 morts, mais s'il n'y eut que quelques centaines, la perte était sévère. Avec Robert d'Artois, dont l'impatience était largement responsable du désastre, les meilleurs capitaines du roi de France comptaient parmi les morts. Jacques de Châtillon et Pierre Flotte, dont les choix politiques avaient si fortement pesé sur le développement de cette affaire de Flandre, payèrent là de leur vie les erreurs de leur gouvernement. Donc, page 301, la comté. 301. Page 301, la comté. D'accord. Dans la comté de Bourgogne, la Franche-Comté de l'époque moderne, où s'affrontaient de longue date le comte et ses grands vassaux, le roi l'emporta presque sans coup férir. L'équilibre politique était dans cette terre d'empire radicalement différent de ce qu'il était dans les terres à demi françaises comme la Flandre. C'est de l'empire que venait pour le comte de Bourgogne la menace d'une aide en rebelle. Malgré les faiblesses de l'empire, le comte Othon IV avait besoin d'une alliance qui compensât cette menace. La France fut pour lui ce qu'était l'Empire pour le comte de Flandre. L'empereur Rodolphe n'avait pas ménagé son soutien à la féodalité comtoise, dont le chef était traditionnellement un membre de la puissante famille de Châlons. Othon IV tenta de résister, fut vaincu en 1289. Il se jeta alors dans l'alliance française à laquelle tendaient de leur côté les bourgeois de Besançon, désireux de garder libre la route des foires de Champagne. Comme Ferry de Lorraine, Othon de Bourgogne n'était pas vassal du roi de France pour sa principauté d'empire, mais il l'était tout de même. Il avait épousé en 1285 une petite nièce de Saint-Louis, Mao d'Artois, et devait hommage au roi pour les fiefs de sa femme. Le traité d'Évreux en 1291 scella l'alliance franco-comtoise, au prix d'un mariage et d'une dévolution successorale. La fille d'Othon et de Mao, Jeanne, était fiancée à l'un des fils du roi, institué d'avance comme héritier éventuel de la comté de Bourgogne, pour le cas où Othon mourrait sans héritier mâle, ce qui devait être le cas, et comme héritier de l'Artois, si d'aventure ce fief venait à Mao. Certes, rien ne paraissait destiné à un rôle politique la petite fille de ce Robert d'Artois, qui avait trouvé la mort dans le combat téméraire de Mansoura. Mao avait un frère, Philippe, à qui devait revenir l'Artois. La mort de Philippe sur le champ de bataille de Courtrai, de Furnes en 1298,
puis celle de leur père, Robert II, sur celui de Courtrai, oui, voilà, en 1302, firent que de Mao un pair de France et d'Othon de Bourgogne l'un des plus grands barons du royaume. Voilà, page 307, Charles de Valois, dont il est question très souvent dans les romans dits. 307. Page 307. Un personnage bien encombrant avait repris place sur l'échiquier européen après avoir rongé son frein pendant 15 ans. Le 28 janvier 1301, Charles de Valois commençait d'oublier son royaume d'Aragon et se mettait à songer à une couronne impériale, celle de Constantinople. N'épousait-il pas ce jour-là, dans l'église du prieuré de Saint-Louis, la petite fille et héritière du dernier empereur latin Baudouin II? Depuis qu'en 1285, un légat insensible au ridicule l'avait précipitamment couronné roi d'Aragon en utilisant, faute de couronne, son chapeau rouge, le comte de Valois gardait quelque amertume d'être passé si près d'un trône prestigieux. Ses procureurs avaient officiellement renoncé en 1295 devant le pape à toute prétention au titre royal. Son chancelier avait cessé d'utiliser le grand sceau royal gravé en 1285 à l'imitation de tous les sceaux capétiens. Ce sceau qui le représentait en majesté, assis sur un trône aux accoudoirs en tête de lion, tenant le spectre et le fleuron. Il n'usait plus que d'un sceau, magnifiquement gravé d'ailleurs, sur lequel on le voyait à cheval, l'épée haute, housse et lambrequin, fleur de lys, flottant au vent. À la finesse de gravure près, c'est le sceau de tous les grands barons, celui qui s'intitulait désormais en tête de ses actes fils de roi de France, et dont le frère régnait sur la France, la belle-sœur sur la Navarre, le beau-père sur Naples et la sœur sur l'Angleterre, avait peine à se satisfaire de quelques comtés reçus de son père, le Valois, de son frère Alençon et Chartres, et de son beau-père l'Anjou et le Maine. C'était de beaux fiefs, mais une mosaïque de fiefs ne constitue pas un État. On l'appelait l'Aragonais, mais c'était par dérision. De même qu'on l'appelait parfois le roi des chapeaux. Les Italiens n'allaient pas tarder à dire Charles sans terre. À son retour de Lorraine, où il avait accompagné le roi pour l'entrevue de Quatrevaux, Charles de Valois s'était trouvé veuf. Marguerite d'Anjou lui laissait, outre l'Anjou et le Maine, 2 fils et 4 filles. L'aîné, Philippe, devait un jour régner. Quelque temps, le commandement de l'armée royale en Flandre suffit à occuper un prince qui était aussi bon capitaine que médiocre politique. Mais c'était là travailler pour autrui, et travailler gratis. Or, 2 opportunités se présentaient en 1300 d'où pouvait venir la fortune. L'une s'adressait au capitaine libre de son temps. Le pape cherchait un bras séculier pour les affaires de l'Italie. L'autre était pour le veuf. Il y avait un beau parti à prendre. Le parti n'était autre que Catherine de Courtenay, une princesse mal dotée, quelque terre en Gâtinais, mais de très ancien lignage et surtout petite fille de l'empereur Benoît II. Épouser Catherine, c'était relever le droit des Courtenay sur l'empire latin d'Orient. Certes, les Grecs tenaient fermement Constantinople depuis la reconquête de 1261, et Catherine ne devait qu'aux Angenais de Naples l'enfance princière dont elle avait joui. Mais un titre impérial était un titre impérial, même si l'empire n'existait plus. De surcroît, le titre de Constantinople était pratiquement incontestable en Occident, ce que n'était pas l'ancien titre aragonais. Quant aux prétentions réelles, si elles pouvaient difficilement s'étendre sur le Bosphore, elles justifiaient fort bien de faciles expéditions, de faciles expéditions à travers les terres grecques ou dalmates de l'ancien empire, voire dans les îles. Voilà, c'est pour décrire ce personnage. Donc, page 352, Assemblée de Notre-Dame. Page 352, 52. L'Assemblée de Notre-Dame.
Il n'était pas question de nier les accusations portées à tous les échos du royaume par le pape et ses partisans. Trop de plaintes s'étaient élevées vers Rome, dont les auteurs se trouvaient à Notre-Dame, ce mardi 10 avril 1302. Plus que de réfuter les griefs, on alla au-devant. Flotte annonça que le roi se préparait à prendre les mesures les plus efficaces pour préserver les franchises et l'intégrité des royaumes, pour remédier aux excès des officiers, pour réparer les torts causés aux églises et aux clercs. Le pape convoquait un concile pour y traiter de la réforme du royaume. Le roi répliquait en proposant la réforme du royaume et de l'église gallicane. Le terme apparaît ici dans le sens qu'il conserva une église nationale qui marque ses distances avec Rome et en qui la première place est le roi. Donc c'est la première fois dans l'histoire de France. Dès lors, l'intervention de Boniface VIII contrariait la réforme au lieu de l'y aider. Il était aisé de voir que le roi de France ne pouvait sembler aux ordres du pape et qu'il ne prendrait aucune de ces mesures déjà prêtes tant que le pape le menacerait. Le pape allait à l'encontre de l'intérêt du royaume. On avait en revanche grand besoin de conseils et d'aide. C'est de l'Assemblée de Notre-Dame et non du pape que le roi les attendait. Les barons et les procureurs des villes se retirèrent pour délibérer. Le roi n'avait rien à craindre d'eux. Sa position leur donnait un rôle que ne leur offrait évidemment pas un concile, où les clercs seuls eussent siégé. Lorsqu'ils firent quelques heures plus tard leur entrée dans la cathédrale, ils apportèrent en deux versions, sans doute très proches, le texte d'un projet de réponse des deux ordres laïques aux propositions contenues dans la bulle Ausculta Fili. Sous forme de lettres au Sacré Collège, c'était une longue tissue de protestations de bonne volonté, d'actes de confiance en l'Église de Rome et de revendications presque traditionnelles, comme les plaintes à l'encontre des collations pontificales. Voilà, bon, c'est un essai d'autonomie vis-à-vis de Rome. Voilà. Ensuite, Nogaret, page 368. 368. Alors Nogaret, dont il est fortement question dans les Romanies, si ce n'est que Nogaret, il est mort un an, ça c'est un fait historique, un an avant le supplice du grand maître, le supplice du grand maître, de l'ordre du Temple. Donc là, il y a une certaine liberté de l'auteur. Bon, voilà. Alors, Nogaret. Boniface VIII se trompait fort s'il croyait Pierre Flotte irremplaçable dans son rôle de stratège de la politique royale à l'égard de Saint-Siège. Depuis 8 ans que Guillaume de Nogaret siégeait au Conseil, il est en fait de tous les dossiers. La décime et la décrétale Clericis Laïcos, les complots de l'évêque de Pamiers, le conflit des ordres mendiants, la révolte contre l'Inquisition, tout cela lui était connu. Aux côtés de Mouche, il avait parcouru l'Italie, qui est un financier mais aussi un diplomate, il avait parcouru l'Italie et il savait la complexité du jeu politique toscan, napolitain ou romain. Assez naturellement, il prit les rênes. On a souvent et facilement opposé le comportement passionné de ce petit-fils de Cathare, ou répète-t-elle, à l'attitude plus froide du dauphinois Flotte. En fait, l'un prolonge l'autre. Flotte a mené la politique royale en un temps où le pire semblait évitable, où le conflit paraissait limité par ses causes, où le pape ne menaçait pas les fondements même de la royauté. Flotte, en qui Boniface voyait le diable en personne, a été l'homme d'un temps. Nogaret prend la succession, mais non encore le sceau. Le garde des sceaux, quoi. Alors que le conflit s'est généralisé et que le pire est certain. La volonté du pape a porté l'affaire sur le terrain qu'avait préparé tout au long du XIIIe siècle le développement des idéologies, depuis celui des principes. Au moment où Nogaret apparaît dans la politique pontificale du roi, celui-ci n'a plus que 3 issues possibles: le recul du pape, l'humiliation du roi,
Le schisme, briser le pape, le roi ou l'Église. Voilà les perspectives qu'a ouvertes la bulle Unam Sanctam. Reprendre l'initiative fut la première tâche de Nogaret. Le 7 mars 1303, alors que la rédaction de l'ordonnance réformatrice suffisait à retenir l'attention des prélats et des barons assemblés à Paris, mission était donnée à Jean Mouchet, Guillaume de Nogaret, Thierry d'Hirson et Jacques de Jassène de se rendre en certaines régions pour certaines affaires. Mouche était encore en Italie, nouant depuis l'automne les fils des intrigues toscanes. Hirson était un familier de Robert d'Artois, très au courant des affaires napolitaines. Jassène était un clerc du roi. Le 12, devant un conseil discrètement assemblé au Louvre, Nogaret proposa les lignes directrices d'une nouvelle politique. Il s'agissait plus cette fois de défendre le royaume contre le pape et même l'Église de France contre l'Église de Rome. Cette proposition, qui avait été celle de Flotte, laissait au pape l'argument dernier, celui du jugement quant au péché. Philippe le Bel et ses conseillers, parmi lesquels on remarquait ses frères, Valois et Évreux, et le duc de Bourgogne, entendirent Nogaret développer tout au long d'un véritable réquisitoire dont il demanda un enregistrement à la chancellerie, une attaque personnelle qui renouvela le ton du conflit. Boniface VIII était un usurpateur dont les manœuvres insidieuses avaient amené Célestin V à la renonciation illicite. Comme tel, il devait être traité comme un larron. On devait également le tenir pour hérétique et pour simoniaque. Les preuves en seraient données en temps voulu. De ces accusations à la violence inhabituelle, la conclusion était apparemment conforme aux vues modérées de Jean de Paris. Nogaret requérait le roi de contraindre les prélats, les docteurs et les princes, et particulièrement les cardinaux, à convoquer un concile. Le concile en question jugerait le pape, le déposerait, et en élirait un autre. En attendant, Boniface serait considéré comme suspendu par le fait même des accusations portées contre lui. En attendant la sentence, le roi et les cardinaux assumèrent la protection de la personne pontificale et les cardinaux placeraient un vicaire à la tête de l'Église. Un grave conflit. Donc ensuite, la gifle, page 389. Le pape va être giflé. Voilà. Alors, donc, Nogaret va à Rome. Lorsqu'on vient lui dire que le palais pontifical est tombé et que Boniface est en danger, Nogaret plante là son interlocuteur et court vers la ville haute. Lorsqu'il pénètre dans la chambre, c'est pour entendre Terra Colonna qu'il parle d'exécuter le pape. Tout peut se jouer en quelques minutes. Le premier souci du légiste est donc d'éviter les sottises. Il parle raison. Il calme les esprits, échauffés par une journée trop chaude, où la plupart des acteurs n'ont pas dormi depuis la veille, et soudain, il va au fait. S'adressant à Boniface parmi le tumulte, le basson d'air de Philippe le Bel lui expose en 2 mots la procuration qui s'ouvre. Il convient que l'Église puisse reconnaître et déclarer solennellement les crimes du pape, puis qu'on exécute la sentence, une sentence dont on peut prévoir qu'elle sera la mort. L'attitude de Nogaret est parfaitement cohérente. Il sauve le pape et le voue au bourreau. Le bûcher, oui. L'assassinat, non. On ira jusqu'au bout. Mais en attendant, et pour pouvoir le présenter au concile, le coupable aura la vie sauve. Nogaret a accompli sa mission. Il a cité le pape à comparaître. Boniface n'a rien répondu. Qu'aurait-il pu répondre? Quant au témoin de la scène, il se retire dans l'antichambre. Là, on discute de la garde à placer aux portes. Rinaldo da Supino et ses hommes s'en chargeront. Boniface reste seul pour une nuit d'angoisse. Refluant du palais pontifical vers la ville, les soldats songent un instant à poursuivre leur fructueux pillage. Leurs chefs interviennent à temps pour les empêcher de mettre à sac les maisons des notables, mais l'incident est suffisant pour donner à réfléchir aux gens d'Anagni, parce que c'est pas Rome, c'est Anagni. Craignant à la fois d'être victime de la violence
et d'être tenu pour complice des malfaiteurs s'il arrive que le pape soit mis à mal. Beaucoup commencent à se demander comment se dégager de l'affaire. Nul n'a touché à la personne du pontife vaincu. Mais Serra Colonna et quelques autres ont effectivement parlé de le tuer sans jugement. Et la journée du dimanche 9 septembre se passe en conciliabule, dont le premier effet est qu'on oublie presque complètement la nativité de la Vierge. D'aucuns tiennent pour qu'on exécute le pape sur place. D'autres songent à faire cadeau du captif au roi de France. Alors, a-t-il été giflé? S'il a été giflé, ce serait plutôt par Scaria Colonna, mais voilà, ça on ne sait pas. Voilà, ensuite, page 428, le temple. 428. Pour l'heure, c'est Catherine de Courtenay que l'on portait en terre. Le temple, lui, était bien vivant. Le lendemain à l'aube, tous les Templiers de France étaient arrêtés. Donc il va à un enterrement de Catherine de Courtenay et il est arrêté le lendemain. Dans l'exécution de cette opération de police préparée par Nogaret depuis le début de septembre, depuis une nouvelle réponse dilatoire du pape au sujet du temple, il n'y eut pas une bavure. À travers tout le royaume, baillis et sénéchaux arrêtèrent des Templiers qui ne songèrent même pas à opposer à la force. Une douzaine seulement parvinrent à s'enfuir. Quant à l'opinion publique, elle fut stupéfaite, et quelques-uns s'interrogèrent: le roi avait-il raison? Mais les Templiers étaient impopulaires, nul ne les défendit vraiment. Le manteau blanc frappé de la croix couleur de sang couvrait surtout de glorieux souvenirs. L'ordre était peu à peu constitué en Terre Sainte au début du XIIe siècle, autour du petit groupe de chevaliers réunis par le champenois Hugues de Penne pour assurer la défense des routes qu'empruntaient les pèlerins. En 1119, ils étaient 9, sans autre règle que leur bonne volonté et sans autre ressource que leur courage. En 1128, le concile de Troyes en faisait un ordre régulier, organisé, hiérarchisé. Saint Bernard avait lui-même inspiré une règle qui alliait les obligations du soldat et celles du moine. L'exercice physique et le risque tenaient peu de lieu de mortification. Le combat s'intégrait dans la prière, soldats mais non vassaux. Les Templiers étaient par excellence, selon un type que la société féodale pouvait aisément comprendre, les chevaliers du Christ. À l'image de cette même société, et pour recevoir les hommes venus de toutes les couches sociales, le temple offrait 3 degrés, qui étaient 3 fonctions. Le chevalier, qui combattait à cheval, le sergent qui se battait à pied et assumait l'intendance, les chapelains qui priaient et distribuaient les sacrements. Dans l'enthousiasme des croisades, le peuple chrétien fut généreux pour les Templiers. Rois et papes, princes et prélats rivalisèrent pour les doter. Bien des seigneurs et les bourgeois assurèrent le salut de leur âme en s'épargnant le voyage de Terre Sainte. Leurs donations firent du temple l'un des plus grands seigneurs fonciers d'Occident. À travers toute la chrétienté d'Europe, les commanderies se multiplièrent. Elles étaient particulièrement nombreuses en France. Tout le malheur du temple vint de ce que ses revenus étaient en Europe occidentale, alors que l'objet des dépenses était l'Orient. Non seulement l'ordre était riche, mais il avait transféré ses revenus. Sa raison d'être était en Terre Sainte, mais c'est en France, en Espagne, en Angleterre qu'il lui fallait gérer des domaines. Tant qu'il eut à se battre en Syrie et en Palestine, les commanderies européennes demeurèrent des centres de recrutement et des lieux de retraite. Vieux Templiers que la maladie rendait impropres à la vie active en Terre Sainte, soldats blessés, jeunes écuyers ou jeunes paysans à peine enrôlés, et se préparant au voyage, cela s'équilibrait. Certes, les vieux chevaliers ne se défaisaient pas aisément de modes de vie plus compréhensibles, au loin des routes menacées que dans la tranquillité d'un manoir d'Occident. On jurait ferme et on buvait d'abondance dans ces commanderies, qui n'étaient bien souvent faites que d'une petite chapelle et d'un bâtiment d'exploitation au cœur d'un domaine. 3 ou 4 Templiers suffisaient à former une commanderie.
Leur rayonnement était faible, mais l'Orient parlait pour eux. Nul, sinon Frédéric II, qui avait chassé en 1229 tous les Templiers de Sicile, en avait confisqué leurs biens, n'était vraiment jaloux de la fortune d'un ordre dont on voyait surtout en Europe les éclopés. On savait que la bannière beau sang, noire et blanche, flottait sur tant de forteresses au pays du Christ. Ces forteresses, c'était l'avant-poste de Gaza, élevé dès le milieu du XIIe siècle contre Ascalon, dernier bastion de la puissance égyptienne en Terre Sainte. Le fort de Safiet, d'où l'on dominait la plaine de Galilée, où est le passage obligé de la route d'Acre à Damas. Tibériade aussi, dont la citadelle avait été au temps de Saint Louis le couronnement du système défensif. C'était surtout Castel Pèlerin, au nom significatif de la première vocation de l'ordre. Castel Pèlerin, dressé avant même que l'ordre eût sa règle, contre le mont Tabor. Castel Pèlerin, dont la puissante enceinte rectangulaire suffisait à occuper au sud d'Acre la presqu'île stratégique d'Atlite. Voilà. Les Templiers. Alors, page 437, l'arrestation. 437. Des lettres closes furent scellées. Le 14 septembre, qui notifiait à tous les baillis et sénéchaux l'ordre d'arrêter les membres de l'ordre du Temple résidant dans leur circonscription. Le 22 septembre, à Maubuisson-Nogaret recevait le garde du sceau royal. Le même jour, le dominicain Guillaume de Paris, inquisiteur de France et nouveau confesseur du roi, régularisait la procédure en faisant à son tour parvenir aux baillis et sénéchaux des réquisitions pour l'arrestation des Templiers. Il faut bien parler ici des trésors du Temple. Surpris comme le furent les Templiers au matin du 13 octobre, il n'y aurait évidemment ni temps ni motif pour offrir quelque trésor que ce fût. Le numéraire que détenaient les maisons de l'ordre étaient des coffres solidement fermés et bien gardés. Certes, il y avait là, comme ailleurs, des caches généralement pratiquées dans les murs, et tout au parti des sommes conservées se trouvaient à l'abri des curiosités indélicates. Ces caches n'étaient pas à l'épreuve des fouilles systématiques. Nulle part les officiers royaux n'eurent à se plaindre d'avoir en vain cherché le numéraire. On verra que le roi ne gagna finalement rien à l'affaire du Temple, qu'il ait cependant trouvé un profit immédiat à gérer les biens de l'ordre et en conserver le numéraire n'est pas douteux. Autant il est peu probable que l'appât du gain ait joué dans la détermination royale un rôle déterminant, autant est-il assuré que l'on craignait au Conseil l'enfouissement ou l'exportation du métal précieux détenu par le Temple. C'est là l'une des raisons des précautions prises pour que les frères ne puissent voir à temps se précipiter une menace autrement grave que celle d'une fusion des ordres. L'opération de police montée par Guillaume de Nogaret réussit à merveille. Dans les derniers jours de septembre, tous les baillis et sénéchaux de France reçurent la visite de commissaires royaux qui leur firent lire un exemplaire de l'ordre d'arrestation et leur en fournirent le commentaire. La date de l'opération ne faisait en effet partie que des instructions verbales. Puis, avec une discrétion que couvrirent les prétextes les plus divers, en particulier celui de la préparation d'une décime, et que cautionnèrent de feintes inspections d'autres établissements ecclésiastiques, le commissaire et le bailli, ou le sénéchal se mirent à recenser les maisons du Temple afin d'en connaître par le menu la disposition topographique et les effectifs. Il fallait au bon moment ne perdre ni une minute, ni un Templier. Donc, voilà, page 440, les aveux. 40. Les aveux. Les contemporains furent effrayés de l'extraordinaire déballage qu'avaient les aveux des frères, aveux que la propagande royale s'entendait à faire connaître rapidement à l'opinion publique. Parmi les dignitaires, certains ne tentaient même pas de résister. On put faire répéter que Jacques de Molay, le 25 octobre, devant l'Université de Paris, tout ce qu'il avait la veille déclaré aux inquisiteurs. D'autres cherchaient, dans le faux fuyant,
le moyen de leur rare réticence. Requis d'avouer qu'il avait renié Dieu et craché sur la croix au cours de la réception dans l'ordre. Le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay, jura de ne se souvenir de rien. Au lieu de proclamer qu'il n'était pas entré en religion pour cracher sur la croix, il assurait qu'il n'avait aucun souvenir, mais que ce devait être parce qu'il fallait se dépêcher. La bêtise ne doit évidemment rien dans une telle réponse à la crainte des tortures. Quant aux baisers impudiques qu'on leur reprochait, il avait entendu le précepteur d'Auvergne préconiser la sodomie plutôt que la débauche avec les femmes, mais il ne l'avait pas naturellement jamais pratiqué lui-même. Presque tous adoptèrent le même système d'aveu absolutoire. Ils le savaient, il avait entendu dire, mais ils n'avaient pour leur part jamais rien fait. Jacques de Molay, qui niait avoir eu commerce charnel avec les frères de l'ordre, jura qu'il avait reçu les jeunes templiers selon les rites accoutumés. Après les avoir reçus, rapporte le procès-verbal, il ordonnait à quelques assistants de les conduire à l'écart et de leur faire ce qu'ils devaient. Il dit aussi tout serment que son intention était qu'on ne leur fît faire ce qu'ils avaient fait pour lui-même. Quant au visiteur de France, Hugues de Perrault, il avait renié le Christ, mais de bouche et non de cœur. D'ailleurs, il n'avait renié qu'une seule fois, non trois. Il est aussi sous serment qu'il disait à ceux qui recevaient que si quelque chaleur naturelle les poussait à l'incontinence, il leur donnait licence de se calmer avec d'autres frères. Mais il dit qu'il ne leur ordonnait pas ceci de cœur, mais seulement de bouche. Voilà. Alors, ensuite, page 447, les mœurs. Page 447, les mœurs. 47, les mœurs. Alors, les baisers impudiques sont de la même farine que les reniements et les crachats. Les rapports homosexuels, en revanche, sont autre chose qu'un jeu. Absence de femmes, influence de l'Orient, tout concourait à ce que la sodomie fût entrée profondément, si on peut dire, dans les mœurs du temple. L'ennemi du templier, ce n'était pas la sodomie, c'était la maison close. Plutôt qu'à recourir aux prostituées, ce qui était punissable de prison, on encourageait les frères à forniquer entre eux si quelque chaleur les aiguillonnait. Au jour de sa profession, chacun entendait cela. Au procès, naturellement, nul n'avoua qu'il avait profité de l'autorisation. Nombreux furent sûrement ceux qui rappelèrent qu'on leur avait, lors de leur réception, fait obligation d'accepter les invites de leurs frères. Certains, en revanche, jurèrent qu'ils n'avaient jamais entendu parler de choses semblables. Tout se mêle donc, l'ignorance et la brimade, pour étayer les accusations portées contre l'ordre. Ceux que l'on qualifie couramment de templiers renégats et qui portèrent les premières ces accusations ne sont pas toujours des défroqués ayant quitté leur ordre par goût de la vie du siècle. Il en est qui ont vraiment cédé à l'écœurement. La plupart, pour ne pas perdre leur avantage matériel et sociaux demeurant dans le temple. Au vrai, en sortir n'était guère facile. Il eût fallu passer des aveux pénibles pour se justifier aux yeux du monde, et le temple était redoutable. Après une initiation qui avait, semble-t-il, comporté un véritable viol, Hugues Marchand ne put s'ouvrir qu'à l'un de ses parents, lui-même templier. Encore en eut-il bien peu. Il fut amené dans la maison de Toulouse, où je le pris à part et lui demandant s'il était consolé de sa réception, qu'il avait pourtant souhaité avec tant d'ardeur. Pourquoi, lui demandai-je, étais-tu si bouleversé hier, et le parais-tu encore aujourd'hui? Il me répondit, je ne pourrai plus jamais être joyeux, ni en paix avec moi-même. Voilà. Donc il y a quelques doutes sur le fait que ce ne soit que des on-dit, quoi, hein, cette dérive du temple, à ce niveau-là. Donc, page 471,
Rétractation. Le lundi 11, le concile provincial eut au fait de condamner à mort les 54 Templiers qui avaient précédemment reconnu les fautes de l'ordre et les avaient depuis niées. Il peut sembler paradoxal que fussent condamnés ceux qui ne reconnaissent pas les crimes du Temple et qu'on ne fit rien à ceux qui n'en disconvenaient pas. En fait, c'est le parjure qu'on condamnait chez les relapses. Les crimes du Temple seraient jugés plus tard. Le principe était qu'un péché avoué était à demi pardonné, et qu'on ne pouvait en revanche pardonner à celui qui, en se parjurant, revenait à ses mensonges d'avant l'aveu. La commission pontificale tenta une ultime manœuvre pour n'être pas jouée. Au matin du mardi 12, elle demanda qu'on n'exécutât pas les condamnés tant que le jugement au fond ne serait pas prononcé. Alors seulement, on pourrait envoyer en enfer ceux qui ne se repentiraient pas. Pour l'heure, on enlevait à tous les relapses, si on les exécutait, l'occasion de se racheter les fautes pour lesquelles ils étaient en prison. Mais il y avait une autre raison à cette démarche de dernière heure, et elle n'était pas moins déterminante. Les commissaires voyaient bien que l'exécution des 54 relapses enlèverait à quiconque l'envie de défendre le temple. Il lui fallut pour le faire sans risque n'avoir pas avoué n'importe quoi à la première heure. Le temple avait été en 1307 victime de la médiocrité. L'héroïsme des médiocres en 1307, on était en 1310, trop tardif, il tombait sur le coup du droit canonique. Les gens du pape tentaient encore l'impossible que déjà les condamnés commençaient à mourir sur le bûcher que l'on avait en hâte construit hors des murs de Paris, à l'est, au-delà de la porte Saint-Antoine. Quelques jours plus tard, 5 condamnés tardifs étaient à leur tour exécutés. 9 autres furent brûlés, vifs, à Senlis. Le concile parisien s'achevait. Cette fois, on jugeait au fond. Les rares Templiers qui, depuis le début de l'affaire, avaient eu le courage de ne rien avouer, furent condamnés à la prison perpétuelle. Ils étaient impénitents. La grande masse qui avait avoué en 1307 tout ce que voulaient les gens du roi et qui n'avait pas varié demanda pardon, fut réconcilié et s'en alla libre. Le pardon dû aux pécheurs repentants tournait à la tranquillité des tâches. Les plus médiocres de tous avaient eu tristement raison. Lorsque le 12 mai, les commissaires apprirent qu'il n'y avait plus rien à faire pour retarder le supplice des 54, ils surent que leur mission était terminée et que le procès contre l'ordre était désormais impossible. Le premier témoin qu'ils entendirent le lendemain osa dire « le temple innocent », mais il tremblait de terreur. La commission comprit. On interdit l'enquête. On interrompit l'enquête. La présence des gens du roi rendait vaine la promesse du secret des auditions. Ce fut la débandade. Plusieurs frères firent savoir, une semaine après le supplice des relapses, qu'ils renonçaient à défendre l'ordre dont ils avaient annoncé, comme ils l'avaient annoncé en avril. Le 30 mai, la commission s'ajourna. Voilà, donc ensuite, page 379, le supplice. Le supplice le plus. Le 13 mars 1314, Molay et ses compagnons montèrent sur le podium dressé au milieu du parvis, devant Notre-Dame. Ils entendirent Arnaud Nouvel exposer l'accord profond du pape, du roi et de l'archevêque Marigny. La conclusion était qu'ils étaient condamnés à la prison à vie. C'était tout. Le visiteur Huc de Perrault, et le précepteur Geoffroy de Gonneville avaient tout fait pour sauver leur vie. Ils avaient gagné, si l'on peut dire. Ils se turent. Jacques de Molay et le précepteur de Normandie, Geoffroy de Charnay, eurent, au contraire, le sursaut d'héroïsme que l'on n'attendait plus. Le grand maître, se voyant dupé, depuis 7 ans il était en prison, et la perpétuité ne faisait sans doute pas peur à cet homme déjà âgé.
Le geste de Mollet, ce n'était pas celui de Jeanne d'Arc, s'entendant à 20 ans, condamnée à vie de prison. C'était l'indignation de celui qui a cru que tout s'éclairerait le jour où il serait devant le suprême garant de la chrétienté. Depuis 7 ans, Mollet n'avait misé que sur un entretien avec Clément V. Il avait sans un mot laissé périr l'ordre et tant de ses frères. Il pensait être hors de la puissance du roi et sous la protection de l'Église sauver l'honneur. Et soudain, tout est consommé. Mollet se voyait jugé, sans appel, possible en 1314 par 3 prélats, tout point semblable à ceux devant lesquels de 1309 à 1311 il avait refusé de parler. Mollet n'était pas un naïf. Il savait ce que Ronaps voulait dire. Mais 7 ans de prison avaient mûri l'homme, l'avaient rendu indifférent à la souffrance, au désespoir, non au déshonneur. Il comprit qu'à se taire par tactique, après avoir avoué par faiblesse, il serait le grand maître qui n'avait pas défendu le temple. Il obtint le droit de parler. Devant les cardinaux et devant la foule, il dit alors ce qui était la pure vérité. L'ordre était innocent. Il dit saint. Et son crime à lui, Mollet, n'était que d'avoir trahi le temple pour sauver sa vie. Charnay fit écho au grand maître. Étonné d'un incident qui troublait l'ordonnance prévue pour la cérémonie, les cardinaux renvoyèrent les dignitaires en prison. Le prévôt de Paris en prit livraison et les boucla. On verrait le lendemain. Sans doute les cardinaux voulaient-ils voir le roi. Peut-être songeaient-ils à gagner un peu de temps et à en référer au pape. Nogaret contre-attaqua avec une promptitude qu'explique pour sa part les exaspérations d'un homme âgé, sentant sa fin proche et voyant n'en pas finir une affaire qui traînait en fait depuis bientôt 10 ans. Le jour même, le conseil royal fut convoqué au palais. On y constata les rétractations de Mollet et de Charnay. L'incident avait été public, la peine semblait donc fondée, ipso facto. Et point n'était besoin d'un nouveau jugement. Celui du concile parisien de 1310 suffisait à faire jurisprudence. Au reste, s'il fallait juger, le roi était juge. Nogaret avait assez lutté 11 ans plus tôt pour le dire défenseur de la foi. Le conseil décida l'exécution des 2 dignitaires. Le soir tomba, on dressa en hâte un bûcher double dans une île qui prolongeait en aval les jardins du temple à la pointe occidentale de la cité. Dans le soleil couchant, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay montèrent courageusement vers leur supplice. Le grand maître se dévêtit lui-même, ne gardant qu'une chemise de toile. « Dieu vengera nos morts, dit-il. » Il demanda qu'on le tournât sur le bûcher, le visage vers les tours de Notre-Dame, pour apercevoir à peine au-dessus des maisons. Qu'on la voyait à peine qu'au-dessus des maisons. Mollet d'abord, Charnay ensuite. Ils mourirent en regardant l'Orient. Voilà, alors il a vraiment dit « Dieu vengera nos morts ». Il n'a pas maudit. C'est une légende qui est intervenue quelques centaines d'années plus tard, que reprend donc Maurice Druon. Mais historiquement parlant, il n'y a pas vraiment de cette condamnation théâtrale, quoi. Voilà. Alors, ensuite, page 523, la succession. Donc c'est une notion importante dans les rois maudits, 525. C'est pas 525, 523, pardon. Depuis Hugues Capet, jamais roi de France n'avait manqué d'un fils. Ça avait été toutefois la constante préoccupation de la dynastie. Il en avait vu Philippe Auguste prendre le risque de terribles sentences canoniques qui eussent ruiné son pouvoir afin de légitimer les fils qu'il avait eus d'un mariage contestable. Philippe le Bel, lui, avait pu demeurer veuf sans mettre en péril l'avenir de sa dynastie. Jeanne de Navarre
lui laissait 3 fils et une fille. L'aîné, Louis, régnait sur la Navarre en attendant la couronne de France. Philippe avait le Poitou, Charles la Marche, Isabelle était reine d'Angleterre et semblait là hors de toute compétition. Charles de Valois avait si bien renoncé à régner sur la France qu'il avait chassé à travers le monde toutes les couronnes possibles. Fils de roi, frère de roi, presque roi en Aragon et presque empereur. Il ignorait qu'il serait à titre posthume père de roi de France. Pour l'heure, son ambition se bornait en France à gouverner sous le règne de son neveu Louis et à régner quelque temps, à régler quelques comptes en particulier avec Enguerrand de Marigny. Le droit des femmes à succéder à la couronne de France n'avait jamais été évoqué. Il n'avait d'ailleurs pas été davantage nié. Mais il était bien assuré que les femmes succédaient à d'autres royaumes et dans bien des fiefs de Touran. Héritière, la reine Blanche avait apporté la Navarre dans la maison de Champagne. Sa fille Jeanne avait apporté oui, c'est ça, dans la maison de France. Héritière, Mathilde avait un siècle et demi plus tôt apporté l'Angleterre dans la maison d'Anjou. Héritière aussi, Éléonore avait apporté l'Aquitaine dans la maison d'Angleterre. Le comte Foulques d'Anjou, cependant, avait régné sur Jérusalem pour avoir épousé l'héritière de Baudouin II. Et on avait vu Pierre d'Aragon épouser Constance pour relever les droits des Hohenstaufen sur la Sicile. Cependant que Charles d'Anjou recevait de sa femme Béatrice l'héritage des comtes de Provence et de Forcalquier. Guy d'Ampierre et Jean d'Avesnes tenaient l'un la Flandre et l'autre le Hainaut de leur mère, Jeanne, fille du comte de Flandre et de Hainaut. Si la loi salique devait s'imposer en un pays, c'était bien en ces principautés du Nord, dans cette région d'où les Francs saliens de Chilpéric et de Clovis s'étaient élancés pour conquérir la Gaule. Mais la loi salique était bien oubliée et aucun article de cette loi civile et non politique, ne pouvait d'ailleurs s'appliquer. Bon, ils vont l'utiliser quand même. Hein. Bon, donc, page 527, les Brus. Les Brus de France. De l'affaire des Brus du roi, ôtons les détails car, depuis Alexandre Dumas, ajouté la littérature d'imagination. 3 princesses s'ennuyaient, que 2 chevaliers jolis et gais vinrent distraire. Marguerite de Bourgogne, fille du duc Robert et sœur du duc Hugues V de Bourgogne, avait épousé le roi de Navarre, Louis le Hutin, un homme de caractère difficile qui la laissa rapidement. Gauthier d'Aunay devint un jour son amant. Sa belle-sœur Blanche d'Artois, fille d'Othon IV de Bourgogne et de Mao d'Artois, était la femme de Charles de la Marche, un joli garçon qui eût été insignifiant s'il n'avait été fils de roi de France. Sans doute entraîné par sa belle-sœur Marguerite, Blanche d'Artois devint la maîtresse de Philippe d'Aunay, frère de Gauthier et son compagnon de Frodène. On était en 1311 ou 1312. L'une et l'autre étaient mariées depuis 4 ou 5 ans et Blanche avait une fille. La sœur de Blanche, Jeanne d'Artois, avait épousé Philippe de Poitiers, un prince qui ne manquait ni de finesse ni de caractère. Sans participer au coupable divertissement de ses sœurs et belles-sœurs, elles étaient au courant de tout, elle se garda bien de se mêler d'une affaire qui ne la touchait pas. Et voilà qu'en mai 1314, la chose s'éventa. Philippe le Bel, alors à Maubuisson, immédiatement, il ordonna l'arrestation des coupables, qui ne firent aucune difficulté pour tout avouer. On devine l'ampleur du scandale. Les 3 Brus du roi en prison pour adultère. Et de Navarre, la reine, prit comme garce et Michine, et en prison emprisonnée, à Gaillard, où elle fut emmenée, dont le royaume était troublé. Les frères d'Aunay furent rapidement jugés, à Pontoise même, et exécutés sur le champ, pour lèse-majesté, avec un raffinement de cruauté qui confond. On les écorcha vifs, on les mutila, on donna leur sexe aux chiens.
Leur cadavre fut traîné puis pendu au gibet. Le bon peuple, voyant mal le danger qu'un tel comportement faisait courir au principe même d'une monarchie héréditaire, l'incertitude des filiations. En revanche, il avait quelque peine à penser que tromper un mari fût un crime passible de mort. Il trouva la sentence un peu rapide et un peu dure. Jeanne d'Artois avait été menée à Dourdan, où elle demeura quelques mois surveillée sans relâche, mais traitée avec égard, le temps qu'une enquête mette en évidence sa relative innocence. Soutenue par sa mère Mao, disant très haut qu'elle n'avait rien à se reprocher, elle parvint à faire admettre qu'il lui était difficile de dénoncer sa sœur. Le Parlement finit par l'acquitter et le comte de Poitiers accepta de la reprendre. À Noël, elle rentra à la cour où tout le monde lui fit fête. Le cas des autres était moins défendable. Marguerite et Blanche furent conduites à Château-Gaillard, tondues, vêtues d'une robe grossière et mises au cachot. La reine de Navarre était tout en haut d'une tour dans la geôle ouverte à tous les vents, où sifflait en ce mois d'hiver un vent glacial. Accablée, convaincue de son indignité, Marguerite de Bourgogne ne cessait de pleurer et de répéter son repentir. Elle mourut de froid dans sa prison, vers la fin de l'hiver. Dans le roman, elle est étranglée. Hein, voilà. Donc, il y a des différences, hein, bien sûr. Alors, page 530 pour finir. Pont Saint-Maxence. Bien que vieilli depuis son veuvage et accablé par le drame familial qu'il avait privé de ses 3 belles-filles, Philippe le Bel était encore à 46 ans, un cavalier vigoureux et chasseur intrépide. Un accident en octobre l'emporta près de Pont-Saint-Maxence. Il fit une chute de cheval, une jambe brisée, rouvrie d'une vieille plaie. L'infection s'y mit. En bateau par l'Aisne et l'Oise, le roi se fit conduire à Pontoise. Il fut soigné à l'infirmerie du couvent des Dominicains qu'il avait lui-même fondé. Dès le début de novembre, la fièvre alarma l'entourage. Le roi se plaignait de violentes douleurs à l'estomac. Philippe le Bel savait sa fin proche. Il se préoccupa du sort de Marigny, qu'il savait en proie à la jalousie de la cour, et demanda qu'on laissât son chambellan tranquille, ce qui ne sera pas le cas, hein, si l'on ne trouvait rien à lui reprocher quant à sa gestion financière. On transféra le roi le 26 novembre à Fontainebleau. Il voulait mourir où il était né. Le 28, il dicta un codicille à son testament. Le 29, il mourait. Le corps fut ramené à Paris par la Seine et déposé au Bernardin, où on l'embauma. L'opération réussit médiocrement. On s'en aperçut dès le lendemain. Les obsèques eurent lieu le 2 décembre, à Notre-Dame de Paris. Philippe de Marigny, archevêque de Sens, officier. Les Bernardins à Notre-Dame, comme de Notre-Dame à Saint-Denis le lendemain, le corps fut porté sur une litière. Le visage et les mains découvertes, vêtus d'un drap d'or et de manteaux d'apparat fourrés d'hermine. Il avait sa couronne en tête, le sceptre dans une main. C'était une innovation. La main de justice dans l'autre. Le règne finissait comme il avait commencé, dans la pompe solennelle où se marquait la majesté royale. Une délégation de bourgeois de Paris, vêtus de noir et encapuchonnés de même, suivait les princes et les barons. Philippe le Bel fut inhumé le 3 décembre à Saint-Denis en présence de ses proches. Son cœur fut porté à Pontoise, où les dominicains ordonnèrent un service pour celui qui les avait comblés de ses bienfaits. À Saint-Denis, il avait fait élever un magnifique tombeau de marbre noir et blanc pour son père Philippe III. À peine Jeanne de Navarre était-elle morte qu'il lui avait fait donner un tombeau digne d'une épouse de 2 fois reine. Mais Philippe le Bel ne s'était pas soucié, on n'avait pas eu le temps de s'en soucier, de son propre monument funéraire. C'est Charles de la Marche qui, devenu Charles IV, passa vers 1327 une commande globale pour le tombeau de son père et ceux de ses frères. Voilà, j'en arrête là donc avec ce livre. Donc ça fait l'épisode numéro 1 pour les rois maudits. La semaine prochaine, il y aura
donc le numéro 2, hein, des rois maudits, avec le livre lui-même. Voilà. À la semaine prochaine.